Les nombreux enjeux qui sont devant les participants à ce sommet. Bonjour Marc Pierini, merci d'avoir patienté. Vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en Syrie. Vous avez été ambassadeur de l'Union européenne en Syrie et aujourd'hui chercheur chez Canergie Europe. C'est quoi l'esprit des Occidentaux vis-à-vis du nouveau pouvoir syrien? On sent une confiance, mais elle reste très prudente, modérée. Oui, si l'on résume les 9 dernières semaines, on est passé du soulagement, c'est-à-dire le départ de Bachar al-Assad, à la relative surprise, l'arrivée très rapide au pouvoir du président désormais temporaire al-Shara, qui était jusque-là connu sous son nom de guerre al-Joulani et qui a bien sûr un passé sanglant. Donc tout ceci explique que nous sommes ici partagés entre le doute et l'espoir. Et votre reportage vient de le montrer. Alors, le discours officiel de M. al-Shara et de son ministre que vous venez de rappeler est tout à fait parfait sur le papier. C'est-à-dire, il parle de diversité ethnique et religieuse, il parle de gouvernement exclusif, d'élections libres, de réconciliation, de justice transitionnelle. Tout ceci aurait pu être écrit à Paris, à Berlin, à Londres, à Bruxelles. C'est parfait. Mais, bien entendu, et votre reportage l'a souligné, ça devra être soumis au test des faits. Même si donc il y a ces gages, hein, vous les évoquiez, une équipe inclusive avec ce gouvernement début mars, la tenue d'un dialogue national, ce sont des signaux positifs. La principale revendication du nouveau pouvoir, elle, c'est la fin des sanctions qui mettent la vie vraiment très dure pour les Syriens. Oui, alors les sanctions, elles sont nombreuses et elles sont multiformes. C'est surtout les sanctions financières et sur l'énergie qui intéressent à court terme Damas. Euh, sur le reste, le programme, comme on l'a dit, est parfait sur le papier. Et donc la conférence d'aujourd'hui à Paris, elle sert essentiellement à ce que l'Occident, en tout cas les participants occidentaux qui sont là, redonnent leur vision de la chose au ministre syrien et que le ministre syrien ramène chez lui un message qu'il y a une attente. On ne peut pas vraiment parler de conditionnalité parce que l'Occident n'a pas fait grand-chose, outre l'aide humanitaire, depuis le début de la guerre civile en 2011. Mais il y a une attente et surtout, c'est la première fois qu'un régime islamiste utilise des principes démocratiques occidentaux. Donc, c'est une chance à saisir et c'est ça l'approche de la conférence de ce soir. La conférence qui a commencé, hein, Jean-Noël Barrot est en Oui, train de s'exprimer. Il y aura cette conférence de presse d'Emmanuel Macron normalement ce soir. À part la levée des sanctions, ils peuvent imposer quoi, les Occidentaux, au nouveau pouvoir? alors, imposer est un grand mot, d'autant plus que l'Europe elle-même n'a pas fait grand-chose pendant la guerre civile. Mais, et puis, il y a d'autres acteurs importants. Il y a Israël, il y a la Turquie, il y a les États-Unis. Dieu sait si c'est imprévisible désormais. Il y a les pays du Golfe et il y a l'Union européenne. Mais je crois qu'il y a une offre d'aide, en tout cas des Européens. L'aide humanitaire a commencé. Et il y a une demande sur les principes. Donc, la date du 1er mars, formation du gouvernement permanent de la Syrie sera un test. Qui sera là-dedans? Est-ce qu'il sera vraiment inclusif ou inclusif dans la mesure du possible, ou a dit le ministre cité dans votre reportage. Donc là, il y a toute une gradation, disons, toute une chorégraphie qui se joue en ce moment. Comme vous le savez, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé le principe de la levée de certaines sanctions, mais c'est en train d'être décidé. Il y a des missions techniques qui regardent ce qui se passe et ça ne viendra à échéance que dans le prochain Conseil des Affaires étrangères européen à la fin de ce mois-ci. Voilà, on a bien compris qu'on est vraiment au début d'une relation et on essaye de se connaître. Il y a aussi la question kurde, Marc Pierini. Les forces kurdes contrôlent le nord-est de la Syrie. Ahmed El-Shara veut le contrôle total du pays pour que la Syrie retrouve sa souveraineté. Il y a un dialogue en cours entre les deux parties? Il y a un dialogue, il n'est pas terminé, il est plutôt difficile pour une raison simple, c'est que les forces démocratiques syriennes sont beaucoup plus nombreuses
que les forces de HTC. C'est plus ou moins 100 000 contre 40 000. Encore que les forces démocratiques syriennes ne soient qu'à moitié kurdes et le reste sont des troupes arabes. Mais Damas ne peut pas faire sans les SDF. Et les SDF, eux, voudraient conserver une sorte de commandement quasi autonome au sein de l'armée syrienne, ce qui est évidemment presque impossible pour Damas. Donc c'est un jeu très compliqué dans lequel s'ajoute bien entendu l'influence turque qui est très très présente à Damas, qui a soutenu HTC pendant des années. Et la Turquie, elle a un objectif prioritaire majeur qui est le démantèlement des milices kurdes syriennes, le YPG, affilié au PKK turc. Et donc, ils sont absolument intransigeants là-dessus. Ce n'est pas certain que c'est cela qui va être décidé par le pouvoir à Damas. Il y a une autre attente turque, c'est évidemment de rééquiper la nouvelle armée syrienne, qui est en lambeaux, bien entendu, et de participer à la reconstruction. Donc, il y a des enjeux considérables dans cette discussion actuellement. Et au bout du compte, le dernier mot reviendra, bien entendu, au pouvoir damassène. Vous parliez de l'un des parrains du nouveau pouvoir, les Turcs. Parlons peut-être des Russes, anciens parrains de Bachar al-Assad, qui aujourd'hui sont confrontés donc à une nouvelle donne. On a appris hier que Poutine et Al-Shara se sont parlé au téléphone. Est-ce que la Russie est condamnée à s'effacer en Syrie ou est-ce qu'elle n'a pas dit son dernier mot? Elle n'a pas dit son dernier mot pour une raison qui n'est pas franchement liée à la Syrie elle-même, mais qui est liée à la conservation des deux bases, la base aérienne près de l'attaqué et la base navale à Tartouse. Pourquoi? Parce que ces bases sont, du point de vue logistique, des éléments essentiels des opérations russes en Libye et plus au sud en Afrique centrale et Afrique sahélienne. Donc, la Russie aurait beaucoup de mal à envoyer des troupes et des équipements, par exemple au Sahel, par exemple en Centrafrique, à continuer d'envoyer, si je puis dire, si elle n'a pas cette escale près de l'attaquer. Donc, il y a une négociation sur ce plan-là. La Russie n'a probablement pas beaucoup d'influence désormais sur la situation intérieure turque, puisque ils ont défendu Assad. Assad a perdu, donc le nouveau pouvoir ne va pas se servir d'un appui de la Russie, mais plutôt d'un appui financier notamment des pays du Golfe et d'un appui militaire peut-être de la Turquie. Le rôle de la France, ça peut être quoi dans cette dans cette transition? Est-ce qu'il peut jouer le rôle de médiateur? On sent que Paris tente de reprendre pied dans la région, on l'a vu au Liban. Est-ce que il peut faire la même chose en Syrie? Alors, la France seule, je ne suis pas sûr parce qu'il reste pour les opposants au régime Assad un moment difficile quand le président Obama, à l'époque, avait décidé des frappes suite à l'utilisation par Assad des armes chimiques. La France était étroitement associée, c'était la présidence de François Hollande à l'époque. Et puis tout d'un coup, Barack Obama a renoncé, les avions français étaient déjà en l'air d'ailleurs. Donc, ce que les opposants syriens, donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont retenu, c'est que la France n'avait pas fait assez pour eux. Alors, ceci étant, il y a la France, mais la France dans l'Union européenne, il y a des moyens considérables qui sont disponibles. Les sanctions elles-mêmes sont des sanctions européennes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est attendu, je crois, par la population syrienne, au-delà de l'aide humanitaire et de la reconstruction, c'est aussi l'aide psychologique, si vous voulez, et la justice transitionnelle, parce qu'il y a une telle somme d'horreurs depuis 54 ans, ou plus précisément depuis le début de la guerre civile en 2011, qu'il faut reconstruire les gens et pas seulement reconstruire les routes et les hôpitaux. Et là, la France peut aider beaucoup. Elle le fait dans la documentation, par exemple, des horreurs de Boutcha en Ukraine. Elle pourrait aussi jouer un rôle, et l'Europe aussi. Il y a toutes sortes d'organisations non gouvernementales et puis des activités des Nations Unies qui peuvent aider à cela. Et là, l'Europe a véritablement un rôle.
Et on écoutera la conférence de presse d'Emmanuel Macron prévue aux alentours de 18h30. Merci beaucoup Marc Pierrini d'avoir accepté de nous livrer votre expertise. Je rappelle que vous avez été ambassadeur en Syrie et aujourd'hui chercheur chez Canergie Europe, et le Royaume-Uni fait savoir à l'instant qu'il travaille à un allègement de ses sanctions contre la Syrie. On en parlait un peu plus tôt.